Et hello, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, cette semaine on parle d'un manga qui s'appelle Losers, sous-titré Chronique d'un magazine légendaire. Vous voyez la couverture du tome 1 là. Il est publié en France depuis très peu de temps. Le premier tome est sorti il y a 2-3 semaines chez Akata. Et ce sera en 3 tomes. Donc là, on parle d'une série qui n'est pas terminée, mais c'est pas très grave parce que c'est une histoire qu'on connaît un petit peu et que le premier tome m'a donné envie d'en parler. En fait, pendant longtemps sur la chaîne, je voulais pas parler de séries pas terminées parce que je me disais qu'on ne peut pas juger une œuvre avant de l'avoir lue en entier. Je continue à penser que pour un jugement réel, une vraie analyse d'œuvre, c'est compliqué de juger sur un premier tome ou même sur une comment dire, sur une lecture partielle d'une série. Mais je me dis aussi, depuis que ma chaîne a pris un petit peu d'ampleur et que je sais que, à mon échelle, hein, comment dire, sans vanité, j'ai eu du mal à trouver ce mot, sans vanité, je suis devenu un peu un influenceur manga machin. Et donc, je me dis que ça peut être utile quand même parfois de mettre en avant des œuvres qui sont en cours de publication, parce que ça peut permettre aussi d'attirer l'attention sur elles et de s'assurer qu'elles aient une vie à hauteur de ce qu'elles contiennent, hein. Donc si je peux aider à attirer ouais, le regard de certains lecteurs sur des mangas dont ça parle pas beaucoup, bah, tant mieux. Et ça vaut peut-être plus de le faire du vivant de l'œuvre, si je puis dire, en tout cas de son vivant éditorial. Ronnie a fait trembler la caméra. Que des années plus tard, quand malheureusement elle est plus vraiment distribuée. Donc, cette longue intro pour dire qu'on parle de Losers, qui est un manga ultra cool, dont j'ai adoré ce premier tome, qui est un manga en fait qui va retracer l'histoire du magazine Manga Action, qui est un véritable magazine de prépublication au Japon, et qui est notamment le magazine qui a un peu mis en avant le seinen, ce qu'on appelle aujourd'hui seinen, c'est-à-dire le manga un peu plus sérieux dans les thématiques traitées, un peu plus sombres, un peu plus dures, que ce qui était publié à l'époque. Parce que l'époque en question, c'est les années 50. On est dans un Japon d'après-guerre, dans Losers. Je vais essayer de ne pas faire trop trembler la table. Mon trépied de caméra a tendance à trembler depuis quelques temps. Que disais-je? On est dans un Japon d'après-guerre, avec une culture du manga qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. À l'époque, les mangas sont encore beaucoup des histoires courtes qui ne se suivent pas vraiment d'une semaine sur l'autre dans les magazines. C'est plutôt du gag manga avec des histoires très courtes, plutôt à tonalité humoristique. Ça tremble beaucoup. Je vais essayer de moins faire trembler la caméra. Désolé pour les problèmes techniques. Vous connaissez le sérieux de cette chaîne. Est-ce que ça tremble? Ouais, ça tremble toujours. Peut-être ma table en fait plutôt qui tremble plus que le trépied. Voilà, vous êtes sur une vidéo de très grande qualité, hein, comme vous le voyez. Je vais rapprocher tout ça. Je vais essayer de pas trop poser mes bras sur la table. Et donc déjà, ce manga Losers nous permet de voir un petit peu l'ambiance de ce Japon qui est en train de se remettre de la Seconde Guerre mondiale. On le voit dans les décors, dans la manière dont la ville est agencée, dans les tenues des gens, tout ça. Moi, j'aime toujours beaucoup ça, l'aspect documentaire d'une époque qu'on peut trouver dans une œuvre qui n'est pas focalisée là-dessus, mais qui, malgré elle, d'une certaine façon, va nous montrer à quoi ressemblaient les interactions d'une certaine époque. Donc là, on a le Japon des années 50 avec comme je disais, une culture du manga qui est en fait un peu en perte de vitesse à ce moment-là. Le manga intéresse de moins en moins les gens, est assez mal vu. C'est vraiment vu comme un truc pour gamins. Et c'est quand on dit truc pour gamins, c'est même pas, on n'est pas du tout à l'âge du shonen, si vous voulez, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire Dragon Ball et tout ça. Vraiment pas. On est sur vraiment, c'est plus à comparer avec, c'est plus proche comme équivalent des strip comics, vous savez, des comic strips, dans les journaux, quoi, des gags en 3-4 cases, et qui sont là pour un peu habiller les publications de presse, et pas grand chose d'autre. Alors on va voir en fait, parce que ce manga est une très bonne porte d'entrée justement historique, à voir un peu l'évolution du manga au XXe siècle. On va voir justement l'émergence en filigrane, en toile de fond, de plusieurs autres formes du manga. Notamment, ça va parler des livres à la location, qui est un truc qui a complètement disparu aujourd'hui, y compris au Japon, et qui n'a que très très peu existé en dehors du Japon, mais qui était comment dire, un débouché très fort pour les mangas, qui étaient loués en fait à très bas prix. Les gens les lisaient, les rendaient et ainsi de suite. C'était un genre de système de bibliothèque. Et on va voir, on va entendre parler aussi d'un terme qui est aujourd'hui un peu dévoyé, qui veut dire un peu autre chose aujourd'hui, mais qui est le geigika.
qui est un peu le manga pour adultes à l'époque, qui sont des histoires plus sérieuses, mais presque trop sérieuses, si vous voulez, et qui aujourd'hui est un peu devenu l'équivalent, les gens qui l'utilisent, le terme Gegika, pour le manga un peu de patrimoine, c'est-à-dire le manga justement un peu qui date des années 60, 70, alors qu'en fait tous ces mangas-là ne sont pas forcément des Gegika, c'est un truc un peu plus spécifique, c'est même presque à l'époque dans les années 50, c'est presque autre chose que le manga en fait, le Gegika. Donc on va voir tous ces termes-là qui vont être un peu retracés, et on va surtout voir l'émergence d'un magazine qui à ce moment-là dans le tome 1 ne s'appelle pas encore Manga Action, mais qui a déjà le même éditeur qui est, on y reviendra, l'éditeur de ce Manga Losers, à savoir Futabasha. Vous voyez le Futabasha Publishers ici. Et on va voir comment le magazine Manga Action a été créé. Et notamment dans ce premier tome, on va voir comment ils ont rencontré un auteur qui va bientôt prendre le pseudo de Monkey Punch et qui est l'auteur de Lupin the Third. Vous devez connaître, je pense, au moins deux noms, Lupin the Third, qui a été un manga et qui est devenu ensuite un animé et ainsi de suite, très important dans les années 50-60. Et donc là, on va voir en fait comment Manga Action, en trouvant ce nouvel auteur, ils ont trouvé un manuscrit, enfin, ils leur avaient envoyé un manuscrit qu'ils ont mis énormément de temps à lire, mais en décidant de l'embaucher et de le prépublier, comment ça va changer en fait le paysage du manga dans son ensemble, parce que ils vont commencer à faire des histoires qui se suivent d'un numéro sur l'autre, à commencer à faire des intrigues très orientées action, divertissement, avec un truc qui s'éloigne du pur petit gag manga, quoi, en quelques cases. Vous allez voir aussi l'importance du magazine Mad dans l'influence à cette époque-là, magazine américain dont on avait déjà un petit peu parlé plus en longueur dans une très vieille vidéo de la chaîne sur Poison City de Tetsuya Tsutsu. Manga que j'avais bien aimé. J'aime pas trop Tsutsu de manière générale, enfin j'aime pas trop, je suis pas un grand fan, mais Poison City m'avait bien plu. Je vous renvoie à cette vidéo là, c'était il y a très longtemps. La vidéo a peut-être mal vieilli, je l'ai pas regardée. Je l'ai pas re-regardé, je veux dire, mais voilà, je vous renvoie. Le magazine Mad qui a une énorme importance de manière générale dans la presse, dans le dessin de presse de manière globale, même de manière mondiale. Ça a été une influence. On en a aussi parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur Gottlieb. Je vous renvoie également à cette vidéo-là. Donc voilà, ça a été aussi important pour l'équipe du Manga Action. Et donc ce manga Losers va nous raconter tout ça et va le faire super bien. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai dit, ça vous donne peut-être l'image d'un manga un peu documentaire, peut-être un peu chiant, un peu historique, et en fait pas du tout, ça se lit mais vraiment comme un manga à suspense presque, parce qu'on a d'un côté une toute petite équipe de rédaction, vous avez vu des dessins, ils sont 3-4 autour d'un tout petit bureau, en fait ils travaillent dans une rédaction partagée entre plusieurs magazines, pas forcément de manga d'ailleurs, et eux ils sont une toute petite équipe qui galère, le magazine est complètement en perte de vitesse comme le manga de manière générale, et ils ont beaucoup de mal à se renouveler, ils savent pas trop vers quoi aller, et ça sent un peu la fin de financement, quoi. Et ils vont tomber sur cet auteur, ils vont prendre un risque en l'embauchant. Cet auteur qui lui-même est un peu, en fait, c'est les losers du titre. Les losers, c'est autant l'équipe de rédaction, Ronnie est complètement fou à côté, autant l'équipe de rédaction que Monkey Punch, l'auteur de manga, qui lui aussi est un mec qui galère, en fait, qui est un artiste qui essaye de s'exprimer, qui n'arrive pas à atteindre les lecteurs, en fait. Il est dans cette malédiction de l'artiste débutant qui lui a des trucs à raconter, a envie, n'arrête pas d'écrire, n'arrête pas de dessiner, il est tout le temps sur sa table à dessin, 15 heures par jour, mais il n'a pas réussi à passer le mur de l'édition et donc à donner un sens à ce qu'il fait en ayant des lecteurs, quoi. Tout auteur a envie d'avoir des lecteurs, ou la plupart des auteurs en tout cas, écrivent pour être lus aussi. Et donc il y a tout ce chemin artistique là qui est génial, où on voit pareil, là vous voyez des dessins de Monkey Punch derrière qui servent de décor aux pensées de l'éditeur. Cette double page est assez chouette, parce que Monkey Punch faisait du western plutôt au début. Et donc voilà, et donc ça va vraiment se lire comme un truc à suspense. On attend qu'ils appellent, parce qu'en fait l'éditeur va hésiter très longtemps avant de contacter le mangaka. Il est pas sûr de lui, parce que c'est un gros pari en fait artistiquement. Ça ressemble tellement pas à ce qu'ils ont l'habitude de publier à l'époque, qu'il se dit mais est-ce qu'on va pas encore plus accélérer notre perte en publiant ça, quoi. Et on suit en même temps
comment dire, lui c'est l'éditeur là que vous avez ici, et là c'est Monkey Punch, et on va suivre en même temps justement l'initiation artistique de Monkey Punch, qui cherche à s'améliorer, qui cherche à faire les meilleurs mangas possibles, et c'est très prenant. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Alors, d'après ce que j'ai compris, les tomes 2 et 3 s'intéressent aussi à d'autres auteurs que Manga Action va publier. Il n'y a pas que Monkey Punch. D'ailleurs, c'est un peu la fin du tome 1. Il y a un deuxième auteur qui va arriver. On va le voir. Le voilà qui s'approche avec sa mallette et ses lunettes de soleil. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire d'un magazine qui a été très important. C'est très cool, c'est très prenant. Le manga Loser se lit avec délice. Le truc qu'on pouvait craindre, c'est que, comme je vous dis, ce manga au Japon a été publié par Manga Action. C'est-à-dire que Manga Action, le magazine, a commandé à un de ses auteurs, Koji Yoshimoto, je crois que j'avais pas dit que c'était de Koji Yoshimoto, a commandé un manga sur sa propre histoire, quoi. Donc peut y avoir un petit côté hagiographique, comme on dit, c'est-à-dire que à quel point on peut faire confiance à un magazine qui fait sa propre autobiographie. Forcément, ils vont un petit peu romancer le truc, se faire passer pour les gentils, les gens qui ont eu la bonne idée au bon moment, tout ça. Bon, c'est de bonne guerre. On sait, voilà, on sait que l'éditeur est partie prenante de l'histoire qu'il raconte. Bon, on se doute bien qu'il n'y aura pas une objectivité totale. C'est pas très grave à mon sens, surtout que ça fait un très bon manga. Vous voyez que le style de Koji Yoshimoto est assez justement. Alors je sais pas, je connais pas du tout cet auteur, donc je sais pas si c'est son style habituel, mais c'est marrant parce que ça renvoie justement à un style un peu old school du manga. Dans les tracés des visages, dans les expressions, on est de retour sur un manga presque tezukesque, et donc ça renvoie aussi aux années 50, aux années 60. Donc c'est marrant, ça nous remet dans le bain de l'époque que ça décrit. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce manga qui s'accompagne à la fin de quelques bonus très utiles, notamment une interview de Monkey Punch et de son frère qui est en fait son assistant sur ses mangas. Donc assez longue interview qui revient un peu sur son parcours et sur son avis sur le manga Losers. Est-ce que c'est proche de la réalité? Et il y a aussi une très utile frise chronologique qui va retracer à la fois, alors en fait c'est en trois lignes, il y a les activités de Futabasha, donc l'éditeur de Manga Action, les grandes dates du manga de manière générale et les grandes dates de la société japonaise, quoi, qui est un peu même la société tout court, quoi. Et donc on a une très grande frise qui nous permet en fait de voir l'importance qu'a eu Manga Action et qu'a eu son Futabasha, son éditeur, au fil de la deuxième partie du XXe siècle, quoi, et jusqu'à nos jours. Manga Action est un magazine qui existe encore de nos jours, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il existait en 2017 à l'époque de ce manga, de la prépublication de Losers. Voilà. Voilà, donc je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est un manga un peu particulier qui a à lire à la fois comme un documentaire sur l'histoire du manga et comme en fait un manga un peu, alors à suspense c'est beaucoup dire parce que c'est pas une histoire policière non plus, hein, mais c'est vraiment prenant. Vous n'abordez pas Losers si vous décidez de lire ce premier tome comme un truc un peu chiant, un peu obligatoire, un peu vous faites vos devoirs de fan de manga. En allant lire un peu un truc documentaire. C'est mieux que ça, c'est vraiment mieux que ça. Ça se lit avec très grand plaisir et ça a été une très bonne surprise pour moi. Je l'avais pris un peu comme ça par curiosité, je savais pas trop ce que c'était et je sais pas, le titre m'a plu. Enfin, je sais pas, je l'ai pris par curiosité. De temps en temps, on prend des mangas qu'on connaît pas et je le regrette pas du tout. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce tome 1. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de suivre la série. Le tome 2 arrive pas tout de suite, mais je crois en fin décembre, début janvier, quelque chose comme ça. Et le tome 3, j'imagine, 2-3 mois plus tard, comme d'habitude. Voilà, et la série se terminera en 3 tomes. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite le meilleur et je vous conseille de prendre soin de vous, comme toujours. Allez, ciao, bonne semaine.